Ce prêtre n'a jamais reçu ton donta, murmura la petite fille en serrant son vieux cahier contre elle. Devant les marches de l'église Saint-Martin, il avait bâti son entreprise de matériaux de construction en partant de rien. Mais depuis la mort de sa femme, son cœur était devenu silencieux. Chaque mois, il envoyait une grosse somme au foyer des enfants de l'église. Croyait nourrir des orphelins, payer leurs vêtements, leurs cahiers, leurs médicaments. Son fils unique, Édouard, s'occupait des virements. « Papa, repose-toi, je gère tout paix », disait-il toujours avec un sourire parfait. Mais ce matin-là, une fillette de 12 ans venait de briser ce sourire. Elle s'appelait Lina. Elle aidait le prêtre à ranger les chaises, distribuer le pain, nettoyer les bancs. Sa mère travaillait tard dans une laverie. Et Lina passait souvent ses soirées à l'église, presque invisible aux yeux des adultes. Gabriel la regarda, surpris. « Qu'est-ce que tu racontes, petite foi ?» Lina baissa les yeux. Le père Antoine a dit hier qu'il ne savait plus comment payer le chauffage du foyer. Alors j'ai demandé pourquoi, puisque vous donniez beaucoup de l'argent. Il m'a répondu qu'il n'avait rien reçu depuis 8 mois. Fat. Gabriel sentit son cœur se serrer. À cet instant, Édouard sortit de l'église, vêtu d'un costume élégant. « Papa, ne l'écoute pas. Ces enfants inventent parfois des histoires pour attirer l'attention. Ah. » Puis il fixa Lina froidement. « Tu comprends, ma petite Fa ? On ne dérange pas les grandes personnes avec des mensonges. » Lina recula d'un pas. Gabriel ne répondit pas. Il aimait son fils. Il l'avait élevé seul. Il lui avait confié ses comptes, ses œuvres de charité, sa signature. Croire une enfant pauvre contre son propre fils semblait impossible. Mais pour la première fois, le sourire d'Édouard lui fit peur. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Le soir même, Gabriel retourna seul à l'église. Lina l'attendait près de la sacristie. « Pourquoi m'as-tu parlé pas ?» demanda-t-il doucement. La fillette hésita. « Parce que mon père aussi faisait confiance à quelqu'un. » Il avait une petite boulangerie. Son cousin gardait l'argent des commandes. Un jour, il a tout pris et il a accusé papa. D'avoir mal géré. On a tout perdu. Depuis, je reconnais les gens qui sourient trop quand ils mentent. Ah. Gabriel ferma les yeux. Quelque chose venait de se briser en lui. Le lendemain, il n'accusa personne. Il ne cria pas. Il ne parla même pas à Édouard. Il appela son ancienne comptable, Madame Rivière. Une femme droite qui avait travaillé 30 ans pour lui. Puis il contacta Maître Valin, son avocat. Ensemble, ils vérifièrent les relevés, les reçus, les comptes de la fondation, les signatures numériques, les dates. La vérité apparut lentement. Les dons partaient bien du compte de Gabriel. Mais ils n'arrivaient jamais au foyer. Il passait par une association créée 3 mois plus tôt, avec un nom presque identique à celui de l'église. Le responsable légal était un homme de paille. Mais derrière les documents, une adresse revenait toujours de Vizier. Celle d'un appartement luxueux loué par Édouard. Gabriel sentit ses mains trembler. Puis Madame Rivière trouva pire. Édouard avait utilisé une partie de l'argent pour payer une voiture, des voyages et des dettes de jeu. Il avait même préparé un dossier pour faire croire que son père devenait confus, incapable de gérer sa fortune. « Il veut vous faire placer sous tutelle TAC », murmura Maître Valin. Gabriel resta longtemps silencieux. La trahison n'avait pas crié. Elle avait porté son nom de famille. Alors il tendit un piège. Avec l'aide de l'un avocat, Gabriel annonça à son fils qu'il voulait faire un don exceptionnel de 2 millions d'euros pour rénover le foyer. Il lui demanda de préparer le transfert, comme des habitudes. Mais cette fois, l'argent était placé sous contrôle légal. Et chaque document était surveillé. Édouard signa, détourna le dossier, ajouta le faux compte. Tout fut enregistré. 3 jours plus tard, une grande réception eut lieu dans la salle paroissiale. Des donateurs, des journalistes locaux. Le père Antoine et plusieurs enfants étaient présents. Édouard souriait, debout près de son père. Grâce à notre famille,
Le foyer va renaître s'il, déclara-t-il. Gabriel prit alors le micro. Sa voix était calme. Oui, le foyer va renaître, mais pas grâce à quelqu'un qui a volé les enfants pendant 8 mois. Un silence glacial tomba. Édouard pâlit. Mitrevalin entra avec Madame Rivière. Les documents furent projetés sur l'écran fin. Faux comptes, fausses associations, virements détournés. Le père Antoine porta la main à sa bouche. Lina, au fond de la salle, ne bougeait plus. Édouard tenta de rire. « Papa, tu es fatigué. » Tu ne comprends pas ce que tu fais. Gabriel le regarda avec des yeux remplis de larmes. Non, mon fils. Pour la première fois, je comprends parfaitement. Très voilà. La police arriva quelques minutes plus tard. Édouard fut emmené, sous le regard de ceux qui l'avaient trompé. Gabriel remboursa chaque centime au foyer. Il finança le chauffage, les chambres, les repas, les fournitures scolaires. Puis il offrit à Lina une bourse complète. Et un travail stable à sa mère dans les administrations de sa fondation. Des années plus tard, Lina devint avocate pour défendre les familles pauvres victimes des abus de confiance. Gabriel, lui, apprit une leçon douloureuse à Couez. Parfois, le voleur n'entre pas par la fenêtre. Il entre par la porte, vous embrasse, et vous appelle papa. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Gabriel a eu raison de croire Lina Baya? Auriez-vous soupçonné votre propre fils dans une situation pareille? Partagez votre avis dans les commentaires.